Les amis, toujours dans ce HTCP/CP numéro 9 où on fait un grid en CSS. Et on est parti directement. Donc, première chose qu'on va vouloir faire, c'est appliquer la taille maximale de notre élément container. Pour faire ça, on ne va pas juste définir une taille arbitrairement, on va calculer cette taille qui va provenir de l'élément le plus petit qu'on va avoir à gérer et le multiplier. Donc quel est l'élément le plus petit qu'on va avoir à gérer? À première vue, ça pourrait être le col 1, donc la taille d'un col 1, multiplié par 12 pour avoir la taille de notre container. Le problème, c'est que on va vouloir définir ce qu'on va appeler une gouttière entre deux colonnes pour gérer en fait que le contenu ne soit jamais complètement collé. Donc pour ça, on va faire une gouttière et cette gouttière, c'est ça qui va être notre élément le plus petit. Comment est-ce qu'on va faire pour faire ça? Bien sûr, chacune de nos colonnes, on va définir un margin devant et derrière. Donc c'est la taille de cette gouttière, de ces margins, qui va être l'élément le plus petit. Du coup, je vais utiliser une variable que je vais utiliser baseWidth, que je vais définir par exemple à 8 pixels. Et maintenant, je vais pouvoir calculer la taille de mon container. Donc, baseWidth multiplié par 8 pour avoir la taille de ma colonne 1. Donc ça, c'est quelque chose d'arbitraire. En fait, ça dépend du ratio que vous voulez mettre entre votre taille de gouttière et la taille du contenu au minimum. Et donc multiplié par 12 pour avoir la taille du container global. Pour centrer le contenu, je vais ajouter juste margin auto. Et voilà ce qu'on a comme résultat. On a défini la taille de notre container, qui est définie par une multiplication sur le plus petit élément qu'on va avoir à gérer, et le contenu qui est centré. Deuxième chose qu'on va vouloir faire, c'est définir la taille pour chacune des différentes colonnes, donc du col 1 au col 12. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser une boucle, donc on va se mettre d'abord dans l'élément row, puis ici on va faire notre boucle, donc for i from 1 through 12, puis on va pouvoir définir nos différents éléments. Donc d'ailleurs vous notez que on retrouve la syntaxe d'interpolation de Ruby, puisque Sass est un langage construit à partir de Ruby. C'est pas n'importe quoi. Donc là, on va vouloir définir une taille. Donc la taille, ça va être baseWidth fois 12, fois 8, fois, $i. Pour le col 1, ça sera uniquement baseWidth fois 8. Et pour 12, ça sera baseWidth fois 8 fois 12, ce qui va correspondre à la taille de notre container. Et pour un col 6, ça sera baseWidth fois 8, donc la taille de une colonne, fois 6. Donc une fois qu'on a ça, on a quelque chose qui est déjà très sympa, d'accord? Et on va faire la gouttière dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va rajouter du margin devant et derrière. Du coup, on va dire margin 0, $baseWidth. Le problème avec ça, c'est qu'on va rajouter un petit peu de taille sur nos éléments. Donc, cette taille-là qu'on a rajoutée, donc les deux gouttières, il faut la supprimer à la taille qu'on voulait pour chacun de nos éléments. Donc là, on va dire moins baseWidth fois 2 pour un devant, un derrière. C'est ce qu'on a écrit là. Et du coup, on transfère également cette modification à la taille de notre container. Donc voilà. Là, on a quelque chose qui respecte nos marges. Par contre, on voit que nos éléments ne commencent plus au début du container. Comment est-ce qu'on va régler ce problème-là? On va mettre un margin négatif sur les lignes qui vont nous permettre de compenser en fait la première gouttière et la dernière gouttière. Donc là, je pourrais faire ça très basiquement, mais on voit que ça ne marche pas totalement. On voit qu'il y a plein d'éléments qui sont un petit peu cassés. Pourquoi? Puisque là, en fait, Sass va faire le calcul. Comme ici, on n'avait pas forcément besoin de mettre plus d'indications, il faisait le calcul. Là, il pense que c'est un calcul, donc il a fait margin 0 moins baseWidth, ce qui fait moins baseWidth, et il a appliqué
donc au top, au bottom, left et right. Du coup, pour éviter ça, on va signifier que c'est de l'interpolation de string qu'on veut et non pas un calcul. Donc voilà, on a quelque chose qui est du coup beaucoup plus clean et on a complètement perdu ce margin là. Est-ce qu'on pourrait mettre du padding à la place? Oui, mais le padding, ça ne... Bon, ce n'est pas grave. Donc dernier élément qui nous reste, enfin dernière chose qui nous reste à faire pour compléter ce grid, il faut que ces deux éléments soient positionnés côte à côte. Pour ça, on aurait pu être tenté d'utiliser des positionnements flottants, mais on va faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant. On va utiliser les flexbox qui sont donc une propriété ajoutée par le CSS3. Et du coup, c'est extrêmement facile. Donc bien entendu, c'est pas compatible sur des navigateurs relativement anciens, puisque c'est une nouvelle propriété, encore une fois. Donc il nous suffit juste de dire displayFlex sur notre élément qui va contenir nos éléments qu'on veut flex, donc ici sur les rows, et en reloadant, on voit qu'on a quelque chose qui s'aligne parfaitement. Donc voilà, on a quelque chose qui est vraiment très sympa. D'ailleurs, le flex nous permet quelque chose d'assez intéressant, c'est que si au lieu d'avoir un width, on avait un max width, et que je commence à rétrécir mon élément, et bien vous voyez que le flex rétrécit automatiquement mes différents éléments. Bon, en rétrécissant, on perd un petit peu l'alignement. Pourquoi? Parce que il y a le nombre de gouttières en fait qui n'est pas pris en compte dans le calcul du flex pour répartir la taille équitablement. Du coup, si on veut vraiment éviter ce comportement, on peut rajouter une propriété, donc flex shrink, qui détermine la possibilité ou non des éléments de réduire s'ils n'ont pas assez de place pour se placer dans un élément flex. Donc là, si je reload, vous voyez que mes éléments ne se réduisent plus, mais du coup, ils débordent forcément de l'écran. Qu'est-ce que je vais vouloir vous montrer en plus là-dessus? Oui, une dernière chose, et c'est une des grandes forces des Flexbox, je trouve, c'est sur l'alignement vertical, non, sur l'alignement horizontal, encore une fois, des différents éléments. C'est que là, si par exemple, je décide d'avoir un H1 pour un élément, et l'autre est juste du texte classique, et que je reload, vous allez voir que ce texte-là n'est pas du tout aligné avec celui-là. Et c'est quelque chose qui peut souvent être embêtant. Comment faire pour rétablir cet alignement-là, à part de définir manuellement à chaque fois des margins, padding, etc. sur les premiers éléments de notre div pour les faire s'aligner. On a plusieurs possibilités d'alignement avec les display flex, donc via la propriété align items. Et on va par exemple pouvoir utiliser baseline qui va typiquement en fait aligner les différents éléments sur le bas de la première ligne de texte. Donc là on voit que mes deux contenus, mes deux textes apparaissent beaucoup plus alignés que ce qu'il n'avait l'air tout à l'heure. Mais on a plusieurs options aussi d'alignement. On a middle par exemple qui va centrer les différents contenus les uns par rapport aux autres. Alors là, c'est pas middle, alors c'est center directement. Voilà, donc là on a un contenu qui est centré par rapport à ce contenu-là. Donc ce sont tout ça des propriétés d'alignement horizontaux qui sont très intéressantes et qui sont faites de façon extrêmement pratique et extrêmement rapide via les flexbox. Et je peux vous garantir que ça c'est un problème qu'on rencontre souvent, l'alignement horizontal des différents éléments qui sont positionnés côte à côte. Donc voilà, on a fait un grid en CSS et en Sass qui nous permet, vous l'avez vu, d'aligner nos éléments extrêmement facilement. Là, on a un élément qui est donc un col 4 qui s'aligne parfaitement avec deux éléments col 2. On a un élément moitié qui s'aligne parfaitement avec deux éléments qui font chacun un quart du contenu. Donc là, on a une option pour manipuler notre contenu et l'aligner de façon extrêmement pratique. On fait une coupure VOD et dans la suite donc de cet épisode, je vais vous montrer
très rapidement comment est-ce qu'on peut essayer d'intégrer cette technologie de grid à partir de Helper pour mettre en place des dynamiques un petit peu d'automatisation de notre contenu. Ça va être extrêmement sympa à voir. Donc restez dans le coin, je vous dis à tout de suite. À tout de suite.